Une base de données SQL, ça sert à gérer des données et c'est ce qui compose la plupart des applications que tu utilises. Par exemple, ChatGPT, c'est une interface qui permet d'utiliser les modèles de langage d'OpenAI sous la forme d'un chat. Si je reprends les différentes entités, on a donc des utilisateurs qui ont des conversations qui elles-mêmes ont des messages. Mais pour aller un peu plus loin, si vous avez pris la version entreprise, nos utilisateurs sont reliés à des structures et puis on pourrait avoir par exemple des rôles pour associer chaque utilisateur et lui donner plus ou moins de droits. Bref, ça commence à faire un schéma un peu compliqué et en plus c'est pas vraiment la façon dont un ordinateur représente les données. Ce qu'on fait dans une base de données relationnelle, c'est des tableaux. En fait, on met toutes les structures dans le même tableau, tous les utilisateurs, toutes les conversations et tous les messages. C'est toujours pareil, chaque entité a son tableau, mais tous les éléments d'une même entité sont dans le même tableau. Par exemple, voici à quoi pourrait ressembler conversation et message. Ce qui permet de dire qu'un message appartient à une conversation, c'est une colonne dans mon tableau des messages qui indique à quelle conversation le message appartient. Donc lorsqu'un utilisateur clique pour charger une conversation, je vais demander à ma base de données tous les messages dont le conversation ID est 1 par exemple. Pour les structures et les utilisateurs, ça se complique un petit peu. Imaginons qu'un utilisateur appartienne à plusieurs structures. C'est possible. Par exemple, dans le cas d'un entrepreneur qui gère plusieurs sociétés. Et bien là, j'aurai besoin d'un troisième tableau, ce qui va me permettre de faire une relation qu'on appelle many-to-many. Ça signifie que plusieurs utilisateurs peuvent être associés à plusieurs entreprises, et c'est ce que je vais dire dans le troisième tableau. Par exemple, utilisateur 1 appartient à entreprise 1, puis utilisateur 1 appartient à entreprise 2, et enfin utilisateur 2 appartient à entreprise 2. Ici, le premier utilisateur a donc accès aux deux entreprises et le second uniquement à la deuxième. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va aller un tout petit peu plus en profondeur dans la façon dont est conçu un tableau. Chaque colonne possède un type, ce qui permet de garder de la cohérence et d'éviter certaines erreurs. Un ID, c'est quasiment toujours un nombre entier qu'on appelle integer, mais par exemple, dans une to-do list, on pourrait avoir un booléen qui vaut 1 ou 0, vrai ou faux, en fonction de si la tâche est effectuée ou non, et un texte de type texte qui permet de décrire la tâche à faire. Dans une base de données relationnelle, on a aussi la notion de clé. Par exemple, clé primaire, clé unique ou clé étrangère. Une clé, ça peut être une colonne ou un ensemble de colonnes. La clé primaire permet d'identifier de manière unique chaque ligne d'une table. La plupart du temps, c'est un ID ou identifiant. Ici, je les ai matérialisés en rouge. La clé unique, ici en vert, permet de garantir qu'elle n'est pas répétée dans plusieurs lignes. Par exemple, tu as peut-être envie qu'une adresse mail ne puisse être utilisée que par un seul utilisateur. Et donc, si tu dis que le mail est unique, tu évites qu'il y ait deux lignes avec le même mail sur la table. Car si tu essayes de le faire, ton SGBDR, donc gestionnaire de base de données relationnelle, va générer une erreur quand quelqu'un tente d'insérer une clé unique en double. Finalement, on a la clé étrangère ici en bleu. Elle référence tout simplement la clé primaire d'une autre table. Ça y est, tu as toute la théorie, on passe maintenant à la pratique et on va créer une base de données basique pour un site e-commerce avec SQL qui signifie Structured Query Language, langage de requête structuré en français. Notre SGBDR du coup ici sera SQLite, le système le plus facile à mettre en place pour commencer. Sur un site e-commerce, on a donc principalement des produits, des commandes et des clients. Bah du coup, je vais faire mon flemmard et on va demander à ChatGPT un petit coup de main. Alors, créer les schémas pour une base SQLite d'un site e-commerce basique avec une table produit, une table client et une table commande. Putain, mais c'est quoi ce karma de merde là? Ça marche pas le moment où je tourne ma vidéo. Bon, du coup, je vais essayer d'aller sur Claude. Ok, je pense qu'on est sauvé. Mais regardez-moi comme c'est beau. Ils m'ont fait un petit schéma magnifique. Donc, avec les clients, ils ont un prénom, nom, email, adresse téléphone, date d'inscription, les produits. Et juste en dessous, il m'a écrit le code SQLite à exécuter pour faire exactement ce que je voulais. Vous voyez, ça, c'est un exemple d'utilisation que j'utilise tout le temps. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment hyper efficace. Après, on peut lui demander de modifier, de rajouter, de supprimer des trucs. C'est magnifique. Donc, du coup, pour utiliser du SQLite dans votre application Node.js, je vous recommande la vidéo que je vous mets juste ici, que j'ai fait pour faire un backend sur SvelteKit où on utilise SQLite. Nous, pour la vidéo, dans un souci de simplicité, on va utiliser le site sqliteonline.com. Donc là, vous pouvez aller voir sur Internet et vous allez tomber là-dessus. Du coup, par défaut, on a une table démo qu'on va venir supprimer. Ça, c'est le contenu de la table, hein, mais j'en ai pas besoin. Donc, je vais faire delete from demo. Et si je fais exécuter comme ça, bah il n'y a plus rien. Sauf que c'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas supprimer ce qu'il y avait dedans, je voulais supprimer la table. Donc c'est drop table demo. Si je fais majuscule entrée, ça exécute la requête et là effectivement DB is empty, j'ai plus rien dedans. Du coup maintenant, je vais aller chercher la requête SQL qui me propose. Donc on va dire que moi ça me convient. Copier et puis coller juste ici, majuscule entrée. Ça a été exécuté, donc j'ai bien ma table client qui a été créée, ma table commande et ma table produit. Maintenant ce que je trouverais cool, c'est quand même d'insérer des données d'exemple
pouvoir voir à quoi ressemblent les tables et comment interagir avec. Du coup, je vais demander à Claude, puisque ChatGPT a décidé de ne pas me répondre, insère des données d'exemple STP. Donc là, il m'a écrit une nouvelle requête, c'est quand même vachement bien fait, Claude, je sais pas pourquoi je l'utilise pas. Donc il m'a mis 5 clients réalistes, 7 produits variés et 10 commandes avec différents statuts. Du coup, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionnent ces requêtes. Donc je vais quand même les exécuter une par une, je prends la première et puis je vais vous l'expliquer déjà ici. Voilà, donc on a insert into clients. Qu'est-ce qu'on fait là? Une insertion dans la table des clients. Ensuite, je décris les colonnes dans l'ordre dans lequel je vais les renseigner. Vous avez remarqué d'ailleurs dans la requête qu'on ne parle pas d'ID puisqu'il est généré automatiquement en s'auto-incrémentant. Ça, c'est dû, si je regarde dans la requête de création de la base de données, à ce qui est écrit ici, integer primary key auto-increment. Ça veut dire que le premier automatiquement va avoir l'ID 1, le deuxième l'ID 2, le troisième l'ID 3 et ainsi de suite. D'ailleurs, je viens de voir qu'effectivement, il avait fait en sorte que l'email soit unique et également que l'email soit valide, donc qu'il contienne quelque chose, puis arrobase, puis quelque chose, puis point, puis quelque chose. Si je regarde le reste, je vois qu'il y a une contrainte sur le prix qui doit forcément être positif et le stock doit être positif ou égal à 0. Dans les commandes, c'est pareil, j'ai une contrainte ici pour dire que la quantité est plus grande que 0 et que le prix total positif est plus grand ou égal à 0. Autre chose intéressante, c'est ici que je déclare une clé étrangère. Dans ma table commande, je relie donc ma table client et ma table produit. Et ça, c'est une contrainte également, ce qui fait que si je mets un ID qui est différent de quelque chose qui est dans client ou dans produit, ça ne fonctionnera pas, ça fera une erreur. Ça permet à nouveau de garder de la cohérence dans les données et c'est un gros avantage des bases de données relationnelles. Ici, je vois d'ailleurs que le statut est par défaut à en attente. Si on reprend notre requête, ici, je dis que c'est une insertion, j'insère dans client, je décris les colonnes que je vais insérer et dans l'ordre dans lequel je vais les insérer et puis je donne des valeurs. Mes valeurs, c'est donc pour la première Dubois Marie, marie.dubois@email.com, 15 rue des Lilas, 75 001 Paris et 06 12 34 56 78. Je les sépare par des virgules, j'aurais pu en mettre un seul en faisant tout simplement ça, mais là il n'y a pas vraiment d'intérêt, je reviens en arrière, je viens tester avec toutes les données. Si je lance ça, j'ai ma requête qui a été exécutée et maintenant ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir aller chercher mes données. Donc pour ça, je vais faire une requête select. Qu'est-ce que je veux sélectionner? Simplement le nom from dans la table client et puis voilà, c'est tout ce que je veux. Donc je vais faire majuscule entrée et donc là, j'ai tous les noms de mes clients qui s'affichent, donc Dubois, Martin, Bernard, Petit, Robert. Moi, je veux également le prénom, donc je vais ajouter le prénom et je veux peut-être également l'ID. J'ai effectivement mes ID qui sont ici, mes prénoms et mes noms. Vous avez vu d'ailleurs, le premier c'est 1, le deuxième c'est 2 et ainsi de suite. Donc je vais faire mes autres petites insertions pour voir ce que ça donne. Donc on va insérer du coup les produits et les commandes. Si je fais copier et que je me mets ici, je fais coller, ensuite majuscule entrée, ça a été exécuté. Maintenant, si par exemple je fais un select de tout, donc étoile ça veut dire tout from commande, j'obtiens bien la liste de mes commandes, donc un petit tableau avec la liste de mes commandes, c'est parfait. On va faire donc la même chose avec les produits que j'ai toujours pas regardé d'ailleurs. J'ai des laptops, des smartphones, des enceintes Bluetooth, trop cool. Du coup, il propose aussi des requêtes pour faire des petits tests, donc le top des produits les plus commandés, le chiffre d'affaires par client, le statut des commandes. C'est toutes des requêtes assez intéressantes, mais un petit peu trop complexes pour commencer. Donc moi, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est tout simplement manuellement de faire une petite insertion, une petite suppression, une petite mise à jour, et pour finir une petite jointure, et après on exécutera les requêtes qu'il nous propose, qui sont, je le pense, très intéressantes. Du coup, pour l'insertion, je vous propose qu'on ajoute un client, ça peut être moi en fait, du coup, insert into clients. Je veux donc insérer un nom, un prénom, un email, une adresse, un téléphone et une date d'inscription. Et donc ici, je mets values, si je me trompe pas, et ici, je peux directement écrire ce que je veux mettre. Monnier, Timothée, contact, @timotion.fr, rue du Coucou, Montel, donc 06 06 06 06 06, et puis ma date c'est OK. Je ferme ma parenthèse, je mets un point virgule, et puis j'exécute. Là, j'ai une erreur qui fait mal, effectivement, j'ai fait une petite faute d'orthographe, c'est pas adresse avec un D, c'est 2D. Non, en fait, c'était pas en anglais, la banane, c'est en français, donc adresse comme ceci. Et encore une erreur dans ma requête, je me suis un petit peu planté, effectivement, il me dit qu'il faut utiliser des single quotes, je fais tout le temps cette erreur-là, donc en fait, c'est pas des guillemets qu'il faut mettre comme ça, c'est plutôt des single quotes, donc je vais modifier tout ça. Et voilà, normalement, si j'exécute, ça a l'air d'avoir fonctionné, donc là, maintenant, je vais sélectionner absolument tout dans mes clients. Effectivement, je vois que j'apparais juste ici, hein, ma date n'est pas du tout cohérente, c'est OK, mais ça marche quand même. L'insertion, c'est donc bon, maintenant, je vais faire une suppression. Et puis, comme je viens de m'ajouter, eh bien, je vais me supprimer, donc je fais delete from clients, where name égale Timothée. C'est parti. Oulala, ça marche pas, parce que c'est pas name, c'est prénom. C'est parti. Effectivement, je refais donc mon
select qui est juste ici dans l'historique. Je vois que j'ai disparu. Donc je vais me remettre quand même parce que j'aimais bien être là. Et puis ensuite, refais mon select. Effectivement, je suis revenu. Donc là, j'ai fait à partir du prénom. J'aurais très bien pu faire à partir de l'ID et donc dire que mon ID est égal à 7. C'est pas une chaîne de caractères, donc pas besoin de mettre des guillemets, des single quotes, des guillemets simples. Si je fais ceci, et bien si apparemment il y a besoin de mettre des guillemets, je réessaye. Effectivement, il y en avait besoin. Ça dépend du système de gestion de base de données relationnelle. Donc du coup, si je refais mon select, j'ai disparu. Je vais me remettre encore une fois. Si je refais le select, est-ce que je réapparais? Oui, je suis là. D'ailleurs, vous avez remarqué que je n'apparais plus avec le numéro 7, j'apparais avec le numéro 8. Parce qu'en fait, quand on supprime un élément, le compteur d'ID, il continue de tourner, peu importe, ça évite que certains éléments soient remplacés par d'autres. Du coup, il me faut maintenant faire une mise à jour. Je crois que c'est update clients, set nom égale tiret et prénom égale team, where, donc mon ID c'est 8, donc ID égale 8. Je crois qu'il va falloir que je mette donc des single quotes ici. Et puis si j'exécute et que je récupère mes clients, effectivement, je m'appelle maintenant team-tiret et plus Timothée Monnier. Donc on a vu insertion, suppression, mise à jour, c'est ce que vous allez utiliser le plus. Et maintenant, j'aimerais vous montrer une petite jointure, donc c'est un select qui regroupe plusieurs tables. C'est par exemple si je veux la liste des commandes avec le nom de la personne et ce qu'elle a commandé. Select from, c'est les commandes que je veux en associant client, donc commande. Inner join, c'est là que je vais faire ma jointure avec la table client. On, donc à ce moment-là, je vais dire quelle colonne j'associe à quelle colonne. Ce que je vais associer, c'est l'IDJ client avec ici, je vois client ID. Donc du coup, dans la table commande, c'est client ID est égal et dans la table client, c'est ID. Donc là, j'aurais pu rajouter un where si je voulais une commande spécifique, j'ai pas spécialement envie de ça. Là, je peux dire que je sélectionne tout, mais en l'occurrence, c'est pas tout à fait ce que j'ai envie. Moi, j'aurais voulu savoir ce qu'elle a commandé, ça marche pas trop, mais disons le statut de sa commande. Parce que du coup, si j'avais voulu savoir ce qu'elle avait commandé, il m'aurait fallu une deuxième jointure dans la même requête, ce qui aurait complexifié un peu les choses. Donc là, on va faire avec le statut et je veux également le name. Donc je me suis planté, hein, c'est prénom ou nom, mais pas name. Et donc du coup, là, pour qu'il n'y ait pas de problème de cohérence, je peux toujours remettre à chaque fois client.nom et puis commande.statut. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les statuts et les prénoms dans la table commande en la liant à la table client sur la ligne client ID est égal à ID. Et donc logiquement, si je fais exécuter, ça a fonctionné. Marie a fait une commande qui a été livrée. Donc là, je vais mettre l'ID de la commande quand même, ce sera peut-être plus clair. Commande.id, virgule. La commande 1, elle a été livrée et c'était pour Marie. La commande 2 est en cours et c'était pour Marie aussi, etc. J'espère que vous avez pu comprendre du coup les insertions, les modifications, les suppressions, les mises à jour et les petites jointures comme ce que je viens de vous montrer. Du coup, on va essayer d'analyser un petit peu les requêtes que nous a proposé Claude pour voir si c'est intéressant. Lui, ce qu'il nous dit, c'est de sélectionner le nom. Il a mis des petits alias, il a dit que produit c'était P, donc du coup c'est pour ça qu'il fait P.nom. Là, il sélectionne le nom du produit et puis il fait la somme de toutes les quantités et il l'appelle total vendu. Si je fais ça, normalement, top des produits les plus commandés. J'exécute ça, effectivement, total vendu 2, donc le plus vendu c'est les écouteurs sans fil, mais bon, ils sont à égalité avec tout cela et puis le moins vendu c'est certainement la tablette Pro et l'enceinte Bluetooth. Le chiffre d'affaires par client, ça m'intéresse un peu plus et je pense que ça peut intéresser ceux qui font de la data science, puisque SQL n'est pas utilisé que pour les applications, c'est aussi utilisé pour faire de la big data, de l'analyse de données en grande quantité. Et donc là, si j'exécute, je vois effectivement que lui a acheté pour 1999, 1619. Donc c'est pas tout à fait ce que je voulais. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit la vraie quantité par client, mais enfin, si j'essaye de comprendre ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la somme des prix totaux par client, puisqu'il a regroupé les clients, et donc il l'a ordonné dans l'ordre descendant, donc pour mettre celui qui a payé le plus cher en premier. Ok, on va peut-être pas aller dans le détail ici, c'est des notions un petit peu avancées, puis d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour construire des requêtes, sachez que Claude est toujours là. L'important, c'est d'avoir vraiment les bases avec les insertions, les jointures, etc. Et puis là, on va voir d'ailleurs le statut des commandes. Du coup, j'ai 2 commandes qui sont en attente, 3 commandes qui sont en cours et 5 commandes qui sont livrées. Heureusement, il y en a plus qui sont livrées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à aller visionner les autres vidéos de la chaîne qui vont vous apprendre encore plein de choses. Et je vous dis à la prochaine. Salut!